Vous avez traité des aspects pratiques, des aspects juridiques, des aspects moraux, des aspects historiques. Et donc, vous avez vraiment récolté un petit peu l'ensemble des arguments qu'on peut trouver pour et contre. Et alors après, oui, je suis surpris qu'il y ait quand même eu 2 fois les Verts qui aient gagné. C'est beaucoup de 2 sur 8. Alors, apparemment, ça fait rire également la salle. Sur les arguments qui l'ont emporté, c'était la question des informations, de la qualité qui revenait comme un élément qui faisait, bah oui, c'est vrai que télécharger, mais c'est télécharger pour avoir des choses qui sont un peu détériorées, qui sont un peu salies, voire même qui peuvent porter préjudice à la personne qui télécharge. Tant que ça porte préjudice aux autres, j'y vais, mais c'est vrai que si ça porte préjudice à moi, mon utilisation, je serais plutôt en faveur d'un téléchargement légal. Voilà, c'est aussi les tendances. Alors je ne sais pas, là je vais peut-être pas me retourner à nouveau vers la web team là-dessus, mais c'est en tout cas ce qui ressort en termes de tendance. Donc suite à cette présentation, je sais que vous avez du coup choisi de nous faire une présentation qui va reprendre un peu ces arguments et d'aborder des questions qui tournent autour de la rivalité et de la non-rivalité des biens dématérialisés. Donc vous avez la petite télécommande normalement qui doit être branchée, sinon vous avez un bouton on sur le côté qui est indiqué. Et pour faire synthèse, ou venir en tout cas enrichir ces arguments qui ont été présentés par les élèves, l'information est-elle gratuite? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc cette question qui s'est posée aujourd'hui, pour ou contre le téléchargement pirate, je ne vais pas partir, je vais pas vous laisser partir en vous ayant ni fait une leçon de morale en vous disant il ne faut pas télécharger, c'est très mal, ni en vous ayant incité, vous ayant poussé au crime et en vous disant télécharger, ça n'a aucune importance. Je ne suis pas là pour répondre à cette question de cette manière. C'est à chacun de vous de prendre ses responsabilités et de faire ce qu'il pense bien et ce qu'il pense juste ou ce qu'il pense être dans son intérêt. Et en revanche, ce que je vais essayer avec vous, c'est de vous montrer que cette question, eh bien, elle a de multiples aspects et surtout, elle nous renseigne sur une révolution, une évolution que nous sommes en train de vivre, une évolution de la technique. Et elle va nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et quand il y a une question qui se pose comme ça, il y a toujours une question qu'on peut se poser avant d'essayer de répondre à la question elle-même, c'est pourquoi elle se pose aujourd'hui. Et il semble que cette question du téléchargement pirate, elle se pose depuis très peu de temps. Elle se pose essentiellement depuis le début du XXIe siècle. Et donc, si vous cherchez dans les textes que nous a laissés Jules César, eh bien, il ne semble pas que Jules César ait eu des arguments pour ou contre le téléchargement pirate. Si vous regardez les philosophes du Moyen-Âge, eh bien, il ne semble pas que Guillaume d'Occam ait eu un avis sur cette question du téléchargement pirate. Si vous regardez Descartes, si vous regardez au XIXe siècle, personne ne semble avoir eu d'avis sur cette question. Et donc, c'est une question qui est relativement récente. Et quand une question comme ça apparaît, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elle apparaît maintenant. Et quand on cherche à comprendre un phénomène comme celui-ci, il est souvent utile d'essayer de comprendre quelles sont les évolutions techniques qui ont eu lieu juste avant que la question se pose. Par exemple, on peut prendre une question qui n'a rien à voir, qui est pourquoi est-ce que les universités sont apparues au XIIIe siècle ? Donc vous savez qu'en Europe, il y avait très peu d'écoles, il n'y avait quasiment pas d'universités avant le XIIIe siècle, et puis tout d'un coup, au XIIIe siècle, il y a des universités qui apparaissent à Bologne, à Cordoue, à Paris, etc. Bon. Et on se dit pourquoi au XIIIe siècle, pourquoi il n'y a pas d'universités qui sont apparues au XIe siècle, et pourquoi on n'a pas attendu le XVe siècle. Et quand on regarde l'évolution des techniques au XIIe siècle, on s'aperçoit qu'au XIIe siècle, il y a eu une révolution technique majeure, c'est que dans l'agriculture, on a transformé la manière, on a inventé un nouveau type de charrue. Et donc avant, on avait des charrues qui demandaient énormément de travail, qui permettaient de produire extrêmement peu de blé, extrêmement peu enfin, l'agriculture était très peu efficace. Et puis au XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, l'agriculture devient beaucoup plus efficace. Et à partir de ce moment, eh bien, il y a tout un tas de gens qui n'ont plus besoin d'être agriculteurs
et qui commencent à faire autre chose, à faire de la philosophie, à faire de la science, à écrire des poèmes. Et ces gens, petit à petit, se regroupent et on finit par créer les premières universités. Et donc on s'aperçoit qu'une évolution qui a l'air d'être une évolution purement intellectuelle, une évolution de la manière d'enseigner, etc., eh bien finalement a une origine qui est, excusez-moi, je vais essayer d'avoir de la voix jusqu'à la fin de l'exposé, une évolution qui est une évolution purement technique, une évolution de la charrue qui a comme conséquence cette évolution des universités. Alors bien sûr, les historiens vous diraient qu'il n'y a pas que l'invention de la charrue qui est à l'origine des universités. Ça serait une vision beaucoup trop simple. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'au XIIIe siècle, la population, la culture s'est complètement transformée. Mais les évolutions techniques sont toujours des choses à considérer. Et donc on peut se poser une question qui est quelles sont les évolutions techniques qui se sont produites juste avant qu'aujourd'hui on se pose cette question. Et l'hypothèse que je vais vous proposer, c'est qu'il y a deux révolutions techniques qui se sont passées l'une après l'autre et qui nous ont amenés aujourd'hui dans une situation complètement nouvelle, dans une situation où cette question du téléchargement illégal, du téléchargement pirate et de manière générale du téléchargement se pose. Et ces deux évolutions techniques, c'est l'une, c'est la numérisation d'à peu près le monde entier, et l'autre, c'est Internet. Et ces deux révolutions, elles se sont produites l'une et l'autre à la fin des années 60. Alors le cas d'Internet est très très bien documenté. On sait quasiment à la minute près quand Internet est né, et on sait que ça s'est fait au milieu de l'année 1969. Donc peut-être vous vous dites qu'Internet n'existe que depuis quelques années. En fait, ce qui s'est passé en 1969, et peu de gens s'en sont rendus compte, on a connecté les deux premiers ordinateurs et on a constitué le premier réseau, mais c'était un réseau de 2 ordinateurs, qui allait devenir le réseau Internet. Et donc, bien entendu, après 2 ordinateurs, on est passé à 3 ordinateurs. Et le temps qu'on arrive à ce qu'est aujourd'hui Internet, c'est-à-dire 4 milliards d'ordinateurs, il a fallu un petit peu de temps, et ça a commencé relativement doucement. Et c'est pour ça que pendant les années 70, pendant les années 80, peu de gens ont remarqué qu'Internet existait, et c'est seulement dans les années 90 et les années 2000, et maintenant les années 2010, qu'on s'est rendu compte qu'Internet existait, mais Internet est quand même une idée relativement ancienne. Et la deuxième idée, c'est l'idée de numérisation, et elle est beaucoup moins bien documentée, et j'ai eu beaucoup de mal à savoir quand cette idée était apparue, mais il semble que cette idée soit apparue autour de 1967, et qu'en 1967 soit apparu le premier, alors non pas le premier lecteur MP3, puisque le format MP3 n'existait pas, mais le premier magnétophone numérique. Et donc, à partir de 1967, alors à nouveau, il existait un magnétophone numérique, il n'y avait pas un magnétophone numérique dans tous les foyers, et le temps que de cet unique magnétophone numérique, on passe à un système où il y avait à peu près un lecteur MP3 ou un lecteur de CD dans tous les foyers, il a fallu à nouveau 30 ou 40 ans. Même si là, ça s'est passé un peu plus rapidement, puisque les CD ont commencé à être commercialisés au début des années 1980, donc à peine 10 ou 15 ans après le premier magnétoscope numérique dont j'ai retrouvé la trace, puisque je ne sais pas s'il existait des choses avant ou non. Et donc pour comprendre cette question du téléchargement, et avant d'aborder les questions juridiques, les questions économiques, les questions morales, il faut essayer de comprendre un petit peu en quoi ces deux révolutions, d'abord la numérisation et ensuite Internet, ont changé la manière dont notre accès à l'information, dont notre accès à la culture, dont notre accès à la musique a changé. Donc je vais commencer par la numérisation, et on peut imaginer une expérience, donc c'est une expérience de pensée qui n'est pas une expérience qu'on va faire réellement, mais qui est une expérience qui nous aide à comprendre un problème, qui est cette expérience-là. Imaginez que vous vous trouviez au début du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc au début du 20e siècle, le téléphone existait, mais la télé n'existait pas, et vous pouviez parler à quelqu'un au téléphone. Et une chose que vous pouviez difficilement faire, c'était envoyer une image par le téléphone. Et donc il y avait un sport qui consistait à décrire des images. Donc vous partiez en vacances, vous n'envoyiez pas, vous pouviez envoyer une photo, mais vous ne pouviez pas l'envoyer instantanément, il fallait l'envoyer par la poste, vous pouviez envoyer une carte postale.
Mais si vous aviez quelqu'un au téléphone, eh bien, vous pouviez lui décrire le paysage et lui dire, voilà, je suis dans un paysage de montagne magnifique, en face de moi, il y a le Mont Blanc, etc. Bon. Et donc, prenons un cas relativement simple où vous vous trouvez avec ce dessin ici et vous voulez décrire à votre grand-mère qui se trouve à l'autre bout de la Terre ou à l'autre bout du pays, vous voulez lui décrire le dessin que vous avez devant les yeux. Bon, qu'est-ce que vous pourriez dire? Il semble que vous avez un cercle. Donc c'est bien, vous connaissez un mot qui est le mot cercle et qui correspond exactement au dessin qui se trouve devant vous. Et vous pouvez même dire que le cercle a un rayon de 3 cm et que son centre se trouve au centre de l'image. Et donc vous avez à peu près tout dit d'un cercle quand vous avez dit où se trouve son centre et quel est son rayon. Donc ça c'est formidable si vous avez cette image-là à décrire. Mais imaginez maintenant que vous ayez une autre image à décrire qui est celle-ci. Et à ce moment-là, vous êtes un tout petit peu plus embêté, parce que, sauf si vous êtes très très fort en géométrie, mais moi, ce n'est pas mon cas, eh bien, je ne connais pas le nom de cette figure géométrique. Et donc, je peux dire qu'en bas, il y a plus ou moins 2 ellipses ou 2 ovales qui sont l'un dans l'autre, etc. Mais enfin, bon, ça commence à devenir compliqué de décrire cette image. Et alors, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a une manière universelle et une manière uniforme de décrire toutes les images qu'on peut imaginer, et c'est ça qu'on appelle la numérisation. Et cette méthode, elle consiste à surimposer à l'image un quadrillage. Et donc ici, j'ai pris un quadrillage relativement simple, j'ai pris un quadrillage de 10 lignes sur 10 colonnes, et vous voyez que chaque case du quadrillage, eh bien, ou bien le cercle passe par cette case, ou bien il ne passe pas par cette case. Donc par exemple, ici, cette case, ici, le cercle ne passe pas par cette case. En revanche, cette case, ici, le cercle passe par cette case. Et donc, il y a une manière de faire une approximation du cercle, de faire une image qui ressemble à cette image sans être absolument identique, qui consiste à remplacer chaque case où le cercle passe par une case entièrement blanche et chaque case où le cercle ne passe pas par une case entièrement noire. Et donc, si je fais ça, j'obtiens cette image-là. Et en gros, vous reconnaissez le cercle. Et aujourd'hui, on dirait que le cercle est très pixelisé. Et la raison pour laquelle le cercle est très pixelisé, c'est parce que j'ai juste pris un quadrillage de 10 sur 10. Et ça, c'est un très mauvais quadrillage. Si vous prenez vos appareils photo que vous avez sur vos téléphones, il n'y a pas 100 pixels, mais il y en a plutôt... Voilà, il y en a 1 million ou 10 millions. Si vous n'êtes pas riche du tout, vous avez un appareil photo qui n'a que 1 million de pixels, mais c'est quand même 10 000 fois plus que le mien. Et si vous êtes très très riche, vous avez peut-être un appareil photo qui a 10 millions de pixels. Voilà. Mais vous voyez qu'on est à peu près tous pareils, il y a juste un facteur 10, et on est bien au-delà de ces 100 pixels, qui bien sûr donnent une image très très pixelisée. Et donc, une fois qu'on a cette image comme ça, eh bien, il suffit, pour décrire l'image à votre grand-mère qui est au bout du téléphone, de lui dire, il y a d'abord un carré noir, puis un carré noir, puis un carré noir, puis un carré blanc, puis un carré blanc, puis un carré blanc, etc. Et comme il n'y a que 2 possibilités, ou bien le carré est noir, ou bien le carré est blanc, vous pouvez écrire ça comme une suite en choisissant 2 symboles, un pour blanc et l'autre pour noir. Et il s'avère qu'on a choisi 0 pour noir et 1 pour blanc, mais on aurait pu tout à fait prendre d'autres lettres. On aurait pu décider qu'on écrivait un J pour blanc et un U pour noir. L'important, c'est qu'on a une manière de dire une image comme une suite de lettres, comme une suite de symboles. Et à peu près, on obtient quelque chose qui ressemble à ça, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Ce qui est ici n'est pas tout à fait l'image qui se trouve là, mais ce n'est pas très grave, vous avez compris le principe. Ce qu'on vient de voir pour les images, et qui a l'air très évident pour les images dès qu'on a vu un appareil photo et dès qu'on a un peu zoomé sur une image où on s'est aperçu qu'elle est formée de pixels uniformes. Alors bien sûr, il y a des choses un peu plus compliquées. Même pour une image en noir et blanc, on peut mettre des pixels gris, on peut mettre des pixels plus ou moins gris, on peut mettre après des pixels de couleur, etc. Donc vous savez qu'il y a des techniques un peu plus complexes, mais le principe c'est celui-là. Eh bien, on peut faire la même chose pour le son ici, même si c'est un peu plus difficile à expliquer pour le son, et essentiellement c'est plus difficile à expliquer parce que quand on parle du son, nous n'avons rien à voir, et donc c'est une idée plus abstraite, mais le principe est exactement le même. Le son, c'est une évolution de la pression dans le temps, et on peut décider, exactement comme on pixelise l'image, de pixeliser le temps, c'est-à-dire de s'intéresser à la pression
toutes les milliardièmes ou toutes les millionièmes de seconde, au lieu de s'intéresser au temps à la pression comme variant continuellement dans le temps. Et après, il suffit d'indiquer la pression à chaque instant successif et on retrouve exactement un fichier qui aurait exactement cette forme, une suite de 0 et de 1, une suite de nombres, une suite de symboles qui permet de représenter n'importe quel son. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En 1967, la première fois qu'on a représenté un son de cette manière comme une suite de nombres, puisque avant, si vous regardez les technologies qui étaient employées pour reproduire le son avant 1967, eh bien, il n'y avait pas du tout cette idée de se donner une horloge et de mesurer la pression de l'air à des intervalles fixes. Il n'y avait pas du tout cette idée de numérisation du son, mais il y avait plutôt au contraire l'idée de reproduire quelque chose qui ressemblait au son, mais dans l'espace. Et donc c'est comme ça que marchaient les disques. D'abord les disques 78 tours que vos arrière-grands-parents avaient, puis les disques 33 tours que vos grands-parents avaient. Eh bien, dans ces disques, il y avait un sillon qui était plus ou moins creusé en fonction de l'intensité de la pression. Et plus la pression était élevée, plus le sillon était creusé. Et donc, vous voyez qu'il y avait une analogie entre la forme du sillon et la forme de l'onde sonore, alors qu'ici, cette analogie, elle est complètement perdue, puisque le son est remplacé par une suite de 0 et de 1. Alors, comme on parle de son, on me fait juste signe pour indiquer qu'il faut bien rapprocher le micro pour que le son arrive bien jusqu'aux internautes qui nous suivent. Donc, bien, n'hésitez pas même à coller le micro contre votre menton. Si vous m'entendez, c'est formidable. Si vous me comprenez, c'est encore mieux. Et j'espère que vous arrivez à comprendre, même si de temps en temps, il vous manque quelques petits morceaux d'informations parce que j'éloigne le micro de ma bouche. Merci. Donc, on se trouve avec cette idée de numérisation. Et la numérisation a deux conséquences essentielles qui vont anticiper, qui préparent tous les problèmes qu'on discute aujourd'hui avec le téléchargement et avec la copie.